belle robe vermeille, c'est un Bordeaux. Goûtez-moi ça. Je ne bois pas d'alcool, merci. Quelle drôle d'idée. Nous, il n'y a qu'un truc qui nous fait bander. C'est le Beaujolais. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. J'ai trouvé un goût de pomme. L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Bonjour à tous, c'est les Geoffrey de Vinstache et bienvenue pour ce nouvel épisode du Podstache où nous avons plein de choses à vous dire pour cet épisode de rentrée. Mais tout d'abord, j'accueille comme d'habitude mon acolyte de toujours, Charles. Comment vas-tu ? Ça va Loïc, salut tout le monde. Alors, donc comme je vous dis, on a plein de choses à vous dire pour commencer ce Podstache. J'ai 3 annonces à vous faire. La première annonce que j'ai à vous faire, c'est tout simplement, je pense que vous l'avez vu si vous regardez la chaîne YouTube de Vinstache, mais j'ai lancé la foire au vin et pour la première fois, en fait, on a sorti en avance d'abord la Podstache boîte et ensuite on vous sort l'épisode. Je vais pas vous mentir, ça vient de moi parce que j'étais à la bourre. Et sur ces 59 Podstache boîtes que nous vous proposons, eh bien sachez qu'il n'en reste déjà plus que 23 à l'heure où je vous parle. Il y a donc grosso modo un tiers qui reste, sachant qu'on enregistre le lundi et je ne sais pas quand cet épisode sera en ligne, on va essayer mercredi. Donc voilà, je ne veux pas vous foutre la pression, mais n'hésitez pas à vous rendre sur www.vinstache.com pour acquérir cette 5e Podstache boîte. La deuxième annonce que je voulais vous faire, c'est que le Podstache commence petit à petit à prendre. On est plutôt bien noté sur l'iTunes, sur l'Apple Store, sur l'application podcast tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller nous mettre des 5 étoiles si ce format vous plaît, parce que c'est vrai que nous, déjà ça nous encourage et ensuite ça nous permet petit à petit d'instaurer ce rendez-vous auprès de la communauté vin. Donc voilà, on est aussi disponible maintenant sur toutes les plateformes possibles et inimaginables, que ce soit Spotify, Deezer, Podcast Addict, enfin bref, on est à peu près partout sur les internets. Et la dernière des annonces que je voulais faire, c'est Charles, depuis la dernière fois où on s'est vu, je crois que tu as eu un petit changement de vie professionnelle. Est-ce que tu veux nous en parler ? Avec plaisir. Alors oui, j'étais entre guillemets sans emploi actif, hein. Depuis le 11 septembre de l'année dernière et mi-juillet, j'ai trouvé un poste de responsable de tout ce qui est la partie accueil au château de la Chaise dans le Beaujolais, donc qui est un château qui avait été racheté en 2017 par le groupe Maya, qui a décidé de convertir l'intégralité du domaine en agriculture biologique et de rénover toute la partie chai dans un premier temps. Une fois cette partie chai rénovée, l'accueil peut commencer, donc les visites ont commencé début juillet, voilà. Je suis arrivé au moment du début des visites. Alors vous êtes situé où exactement dans le Beaujolais ? On est situé à Audenat, donc au cœur des Brouillis. Donc c'est l'appellation, le cru du Beaujolais le plus au sud du Beaujolais. Et du coup, Château de la Chaise, vous produisez principalement du brouillis ou vous avez... 2 tiers de brouillis, ouais. Parce qu'on a 100 hectares de brouillis, et après on a 20 hectares de côte de brouillis, 20 hectares de fleuris et 3 hectares de morgon. Et alors, grande question, imaginons, je suis un grand fan du Podstache et je me dis, je vais aller au Château de la Chaise, est-ce que j'aurai l'honneur de faire la visite avec toi ? Ah oui, alors il y a des 99% de chances, oui. Après, c'est possible d'en faire la demande aussi, hein. Si c'est un samedi à 15h, il y a des chances qu'il y ait 2 groupes. Ouais. Après, il ne faut pas hésiter à m'appeler. Il y a mon numéro de portable professionnel qui est directement sur le site. Donc vous m'appelez, vous me dites je m'appelle un tel, j'aimerais faire la visite avec vous, avec toi, il ne faut pas hésiter. On peut se tutoyer. Voilà. Et ça, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Donc les visites, elles sont à prendre sur le site internet du Château de la Chaise, onglet nous rendre visite. Après, les visites durent 1h30, donc je ne vais pas insister sur tout ça. C'est très complet et c'est très riche comme visite. Et en tout cas, le message est passé. On va maintenant s'attaquer à ce 5e épisode, ou enfin 5e sélection, puisque c'est le 6e dans la réalité, vu que la dernière fois nous avions fait un épisode spécial dégustation à l'aveugle et questions auditeurs, qui reviendront d'ailleurs en fin d'épisode. Et écoute, Charles, pour commencer, je te propose de commencer sur le vin blanc. Ah non, mais pas du tout, je bois pas un verre de vin, je bois 6 verres de vin. Ça s'appelle de la dégustation et c'est très classe. Goulayant, puissant en bouche avec des arômes de framboise. Alors, Charles, pour cette sélection, en blanc, tu es parti sur quelle cuvée exactement ? Alors, je suis parti sur un blanc du Roussillon. Donc, la cuvée Côté Mer 2020 du domaine de la Rectory. Alors, moi, tu vois, la première pensée qui me vient à l'esprit quand on parle du Roussillon, c'est que, je vais pas te mentir, c'est un vignoble qui me fascine parce que je ne l'ai jamais compris.
C'est un vignoble qui est quand même plutôt petit en France. Hein. On doit être, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je suppose qu'on doit être l'un des 11e vignoble le plus important en superficie. Et j'avoue que, comme beaucoup de personnes, j'ai commencé à l'appréhender par les vins mutés. Donc que ce soit des Banyuls, que ce soit des Rivesaltes, que ce soit des Maury. Et ensuite, je suis allé aussi naturellement vers les rouges, où j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi beaucoup de vins étaient en IGP Côte Catalane au lieu d'être en Côte du Roussillon. Et si je ne dis pas de bêtises, j'ai enfin compris que c'était parce qu'il fallait qu'il y ait le cinsault qui soit majoritaire et que c'est un cépage qui est un peu sur le recul, qui était historiquement sur le recul, mais qui est en train de faire un retour en force. Et alors, autant te dire que les blancs, qui pour moi est une production assez confidentielle sur le Roussillon, j'avoue que c'est quelque chose, tu vois, si on me demandait de donner la définition type d'un blanc du Roussillon, je te dirais que je suppose qu'il y a du Grenache blanc parce que tu es proche du Roussillon, du Languedoc. Mais alors, sorti de ça, j'avoue que voilà. Donc, je suis très heureux que tu aies fait cette sélection et que tu puisses nous aider un peu à déchiffrer ce vignoble, ainsi que les blancs du Roussillon. Alors, les blancs du Roussillon, pour parler de mon expérience, la première fois que j'ai goûté un blanc du Roussillon, c'était aux alentours de l'année 2006-2007. Ouais. Et j'avais goûté un jeune vigneron à l'époque. Donc, ça faisait quand même un petit moment déjà que tu étais dans l'industrie. Oui, quand t'as goûté ça du faisait blanc du Roussillon. 2 ans, un peu moins. Ça faisait 1 an que j'étais en études de sommellerie. Ah, d'accord. Voilà. Donc, vraiment, le début, le tout début. Mais, donc, du coup. D'accord, il y a des blancs dans le Roussillon. C'est une grosse majorité de rouge, mais je découvre qu'il y a des blancs dans le Roussillon. Et là, je goûte un 100% Grenache gris. Et là, j'ai fait waouh, émotion. Ouais. Émotion parce que à la fois puissance et complexité, et à la fois grosse fraîcheur, hyper facile à boire. Alors, c'est vraiment mon style de vin aussi. Si vous avez écouté tous les podcasts, on a parlé de l'Alsace. Je vous ai dit que j'adorais les vins d'Alsace. C'est un peu les mêmes profils. Alors, des aromatiques radicalement différentes. Mais c'est le même profil, entre guillemets. Plutôt sur la structure, tu veux dire. Ouais, sur la structure du vin. Voilà, sur la structure du vin, avec beaucoup de fraîcheur et de la matière. Et des arômes avec de la complexité. Et alors, ce vin qui t'avait mis une claque, est-ce que c'était le domaine de la rectory? Alors, c'était pas le domaine de la rectory, c'était un autre domaine. Aujourd'hui, on a choisi un vin, donc le Collioure blanc du domaine de la rectory, la cuvée Côté Mer, qui a 90% de Grenache gris et 10% de Grenache blanc. Alors, j'ai choisi cette cuvée aussi en termes de rapport qualité-prix. Parce que, alors aujourd'hui, la cuvée de Padier que j'avais goûté à l'époque, coûte très cher. C'est-à-dire ou vers les 40 € la bouteille. Ah oui, on est un peu plus... ouais. Et donc du coup, on propose pas encore ce style de vin sur les podcasts. Peut-être un jour. Oui, peut-être on pourra vous cacher. Ça commence à faire cher. On est en train de réfléchir, pourquoi pas, un épisode autour de Noël, ou d'aller sur des vins un peu plus haut de gamme. L'idée serait de se faire un épisode par an où on fait un peu un pétage de plomb et on va sur des vins plus haut de gamme, mais voilà, c'est Noël, donc c'est plaisir. Et le domaine de la rectory, pour encore ne rien cacher à nos auditeurs, en fait, ça fait un moment qu'on voulait travailler avec, puisque je crois que c'était pour le 3e épisode, quand on avait présenté on avait présenté le Gaillac, la cuvée Cap de Beau du domaine 5 Pères, mais à la base, c'était le domaine de la rectory, mais à l'époque, le millésime était épuisé, donc ça fait quand même un petit moment que tu voulais présenter ce domaine. Exactement, alors ils sont victimes de leur succès. La cuvée Côté Mer, c'est pas des énormes quantités, et donc du coup, en fait, quand ils mettent en bouteille, ils vendent assez rapidement. Donc moi, j'ai quand même fait une réservation des 2020. Donc les 2020 qui ont été mis en bouteille aux alentours du mois de mai-juin, ça laisse 3 mois de repos de la bouteille, ce qui est pour moi quand même capital. Et là, aujourd'hui, ça coûte super bien. Donc voilà, on peut vous le proposer aujourd'hui. C'était en réservation déjà depuis 3 mois. Donc, Si tu devais nous faire un peu une carte d'identité du domaine, on est sur un domaine avec beaucoup d'hectares, où est-ce qu'on est situé dans le Roussillon, on est en altitude, on est près de la mer, on est en montagne. Est-ce que tu pourrais un peu nous décrire le domaine de la rectory? Alors, le domaine de la rectory, à la base, c'est un domaine très, très familial. Les vignes ont été possédées par la famille Parçay depuis toujours. Jusqu'en 1984, les raisins étaient amenés à la cave coopérative. Et le premier millésime des frères Parçay est, donc ce millésime 84,
un tout petit millésime, ils ont eu des rendements quasiment catastrophiques à cause de la coulure, mais ils ont fait leur premier vrai millésime à eux et vinifié sur place et mis en bouteille sur place. Et après, d'année en année, ils ont progressé jusqu'à arriver à maintenant où depuis 2010, ils travaillent comme en agriculture biologique, ils ne sont pas labellisés, mais ils travaillent comme en agriculture biologique et toujours en recherche de qualité. Alors, il y a quand même une grosse partie, il faut savoir, du domaine qui fait des Banyuls. Hein. Donc c'est Banyuls et Collioure. Voilà. On n'a même pas les entre-deux de Côte du Roussillon. Ouais. On est vraiment sur la partie la plus sud du Roussillon. Ok. Voilà. Donc, écoute, je propose qu'on passe à la dégustation de ce vin et puis que tu nous en parles petit à petit au fur et à mesure. Avec plaisir. Allez. Alors, Charles, tu viens de nous servir à l'instant même la cuvée. Et alors, première chose, moi, qui me marque, c'est la robe. Est-ce que tu peux nous en parler déjà ? Bon, alors là, c'est vraiment atypique. Hein. On pourrait limite retrouver le vin à l'aveugle rien que grâce à la robe. Ah ouais en fait, on a limite des reflets rosés. Ah bah, clairement, ouais. Voilà. Alors, c'est vraiment des reflets. Hein. On peut pas du tout dire que c'est un rosé, mais pour un vin qui a 1 an tout pile, c'est vrai que la couleur est complètement atypique. Quoi. C'est lié à quoi ? Au cépage qui est plutôt teinturier ? C'est le cépage. C'est le Grenache gris qui donne cette couleur-là. Il n'y a pas photo. Ok. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que on est sur une robe avec une intensité assez importante. Alors, on n'est pas du tout sur le doré. Ouais. Voilà, le doré qui serait plutôt un vin élevé, longtemps en fût et avec un peu de bouteille, donc avec un peu de vieillissement. Là, on est vraiment sur un vin très jeune, mais avec une intensité de couleur importante qui est due tout simplement à la pellicule du raisin, qui est un peu colorée, c'est un peu rose, hein, le Grenache gris. Ça s'appelle Grenache gris, mais ça a plutôt tendance à avoir un peu de rose. Ouais. Bah, écoute, moi, au nez, je lance un peu et puis après, je te laisserai rebondir, mais... Je suis marqué par... alors, c'est peut-être parce que c'est marqué côté mer, mais la salinité, tu vois, au niveau du nez, je trouve que moi, c'est quelque chose qui, à titre personnel, qui ressort vraiment. C'est frais et c'est quand même développé aromatiquement. Waouh, c'est pour un premier nez, tu vois, avant même l'ouverture. Putain, ça a été ouvert il y a quoi, 10-15 minutes à tout péter. Ça laisse pas indifférent. Non, ça laisse pas indifférent. Alors, moi, j'adore. Moi, le premier arôme que je vais sentir, c'est un arôme que j'apprécie particulièrement, donc il me saute aux yeux quand il est présent, c'est la poire William. La poire William. Ah ouais, j'ai vraiment ce côté poire William juteuse. Voilà. Il y a la salinité derrière, le côté iodé. Alors le côté iodé, hein, les vignes à Collioure voient la mer. Ouais. Alors si vous n'êtes jamais allé à Collioure, prévoyez ça un jour dans votre vie. Parce que... le paysage est somptueux, c'est vraiment magnifique. Ouais. C'est des petits vallons. Alors, c'est des grosses pentes, hein, mais c'est très vallonné et face à la mer. Et si je ne dis pas de bêtises, si je me souviens bien, quand on avait commencé à parler de la sélection, tu m'avais dit que c'était le vin de France métropolitaine, le plus au sud quasiment du pays. Ah bah oui, parce que c'est le Collioure, on est à 10 km de la frontière. Donc du coup, on ne peut pas faire plus au sud de France métropolitaine. Oui, parce qu'il va y avoir la Corse, forcément. Mais voilà, il faudra regarder si Figari est au même niveau que Collioure. Il faudra regarder, j'ai pas regardé. Hein, je pense que c'est quand même un peu plus au sud. Mais oui, je m'en souviens, tu m'en avais parlé justement. Et c'est vrai que, peut-être, comme je disais, je suis influencé par le côté mer. Mais c'est vrai que cette salinité... Il y a un côté fruit exotique aussi qui commence un peu à apparaître au niveau du nez. J'allais dire mangue, mais... Ouais, fruit de la passion, limite fruit du dragon, là. Ouais. Alors l'avantage de ce vin, c'est que... Alors c'est vraiment un vin découverte. Ça tranche complètement avec les autres styles de vin blanc qu'on pourrait avoir en France, quoi. Donc il y a vraiment de la personnalité. Et du coup, en termes de sol, on est sur quoi ? On est sur des argiles, des calcaires, on est sur... Alors on est sur des schistes. D'accord. Donc les schistes, c'est un sol que je trouve fantastique pour faire du vin. Ça apporte beaucoup de minéralité et beaucoup de fraîcheur. Voilà, c'est des sols qui sont souvent assez profonds, formés de lamelles en fait, de lamelles de roche, un peu en millefeuille. Et la vigne, qui est une plante très puissante, a assez de facilité à aller très loin. Et donc ça permet déjà de puiser les ressources nécessaires profond dans le sol, donc la fraîcheur, parce que au bout de 1 mètre ou 2, le sol commence à être froid, même en plein été.
Donc du coup, ça permet à la vigne de ne pas avoir, de ne moins subir les canicules. D'accord, donc si Voilà. je comprends bien, schiste en général, pureté et tension, c'est ce qui définit les vins blancs qui sont faits sur ce type de sol. Et complexité. Et complexité, Voilà. d'accord. Complexité, minéralité, c'est la bonne définition des schistes, je pense. Eh ben écoute, en tout cas, là, le nez me donne trop envie, je suis désolé, il faut que je goûte. C'est vrai que c'est très différent de tout ce que tu nous as présenté pour l'instant. Pour une première impression, là, je suis assez bluffé, je vais pas te mentir. C'est très minéral pour moi, en bouche. Ah bah, clairement. On a un équilibre qui est typique du Roussillon. Ça veut dire une attaque grasse, minérale, et après ça part avec de la fraîcheur, mais vraiment rien d'agressif. Alors ça reste des vins quand même d'accord aussi. Hein. C'est des vins qui ont de la complexité, etc. Mais voilà, un peu d'acidité, mais vraiment tout doux, ce qui permet juste de relever le vin et de lui apporter toute sa grandeur. Parce que moi, clairement, quand tu m'as dit on va faire un vin du Roussillon, j'imaginais, tu vois, un truc opulent, Ah oui, un non. côté boisé, tu vois, avec un fruit jaune qui explosait de partout, tu vois, je m'attendais à un truc. Et en fait, pas du tout, on n'est pas dans un style lourd et voire un peu pâteau, caricatural, pas du tout. Alors il y a 8 mois de fût quand même, mais Ouais. c'est des Ah vieux ouais. fûts. Hein. C'est Bah, des vieux fûts, il y a honnêtement, pas moi, du tout de fût neuf. Je le sens pas, hein, je le dis. Bah, Les c'est le petits but. notes- Hein. Les petits notes, un point de fumée peut-être en fond, mais sorti de ça, voilà. Non mais superbe. Tu m'aurais dit que c'est de la cuve inox, ou du Ouais. ciment, j'aurais pas bronché, hein, clairement. Oui, mais c'est pour le fût, c'est bien pour la micro-oxygénation, pour pouvoir préparer le vin à la dégustation. Après, ça peut être un peu plus strict hein, si tu mets pas de fût. Ouais. Là, ça l'a arrondi. On le sent bien d'ailleurs, c'est bien rond. Et c'est élevé sur lit, donc ça apporte encore cette rondeur. Donc, les lits, c'est un peu le résidu du vin. Et quand on garde les lits, ça permet d'apporter un peu de gras quand même au vin après. Alors, question que je me pose aussi, est-ce qu'il est peut-être pas un peu frais là? Est-ce qu'il gagnerait pas à être un peu plus chaud pour avoir, je sais pas... Alors, on l'a sorti, on vient de le sortir du frigo, on se sert. Alors, clairement, c'est le style de vin qui mérite d'être un peu plus chaud. Donc là, on est à 4. Je regarde le frigo, oui, on est à 4. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, vraiment. On serait mieux à 8. Ouais. Voilà. Donc, on va, c'est bon, donc du coup, on va quand même patienter, on va finir notre verre. Et on verra ce que ça donne. Ce que ça donne plus chaud, mais c'est des vins qui ont de la complexité et pas vraiment de défaut de manque de maturité. On est sur des vins très mûrs, donc qui méritent d'être bu un peu plus chaud. Eh ben écoute, ce que je te propose de faire, c'est comme à notre habitude, c'est-à-dire que on va lui laisser un peu de temps pour s'aérer et un peu de temps aussi pour monter en température, et comme ça on va le regoûter après pour essayer de voir s'il y a eu des nouveaux arômes, si le vin a évolué, et essayer d'orienter nos dégustateurs. Alors, nous avons laissé un peu de temps à la cuvée Côté Mer Blanc 2020 de Domaine de la Rectory, en appellation Collioure. On a un vin qui est servi autour de 12 degrés, je dirais, à Charles, maintenant qu'il y a eu un peu d'aération, que ça s'est un peu réchauffé. Quelles sont tes impressions? Alors, ça a plutôt bien changé. Le fruit est plus dominant. La minéralité prend juste sa petite place, mais elle est moins prédominante. Elle est moins prédominante. Le vin, c'est quand même bien ouvert. Enfin, le fruit s'exprime beaucoup mieux. Donc c'est une température qui est plus adaptée déjà pour ce vin. Et en bouche, on a aussi un peu plus d'équilibre. Et maintenant, on a l'amertume qui arrive. Alors, c'est sûr que quand vous avez un vin qui est très amer, vous servez très froid, vous sentez très peu l'amertume. L'amertume se sent un peu en se réchauffant. Alors moi, je suis pas du tout critique avec l'amertume. Je trouve que ça fait partie du vin. J'aime beaucoup ça. Ça apporte beaucoup de choses au vin. Donc là, on a vraiment un vin qui est, on va dire, plein. Il a toutes les caractéristiques qui en font un bon vin, pour moi. Alors, au nez, pour l'instant, j'avoue que ça n'a pas trop bougé. Je le reconnais. Moi, maintenant, c'est un petit peu... En termes aromatiques, c'est un petit peu bougé. Je suis plus sur la pomme granny. D'accord. Donc voilà, avant, j'étais plus sur la poire, peau de poire. Ouais, peau de poire, poire William, peau de poire. Là, je suis plus sur le côté pomme granny, ouais. C'est assez rigolo. Ouais, alors que moi, je suis plus sur le côté fruit tropical. J'allais faire du blasphème. J'allais dire, il y a un côté un peu tropico. Tu sais, ouais, gros blasphème. Gros blasphème, mais c'est pour vous. Voilà, j'essaie de me raccrocher
à ma mémoire olfactive. Mais plus sérieusement, j'ai plus un côté fruit tropical, personnellement, qui commence à ressortir. Moi, j'ai un côté un peu agrume. Alors, le côté un peu agrume exotique, ouais. Le kumquat, un peu. Voilà. Chercher ce petit agrume. Un peu, ça fait un peu ça. Ça fait un peu kumquat. Ouais. Après, on n'est pas du tout sur les styles exotiques type mangue. Oui, voilà. On n'est pas forcément mangue confite ou voilà. On n'est pas sur ça. C'est très frais comme arôme. Ouais, on n'est clairement pas sur le côté par exemple Sauvignon de Nouvelle-Zélande ou alors voilà, là, ça pète. Pas du tout. Voilà, on n'est pas sur un vin de grosse maturité qui tend sur l'exotisme. Ouais. On est plutôt sur un arôme naturel du vin. Exotique mais sur la fraîcheur. Ouais, le fruit après la pluie que tu croques même l'arbre, tu vois, on n'est pas sur le côté surmaturité. Voilà, je suis bien d'accord avec toi. On a toujours cette minéralité quand même, le côté pierre mouillée qui reste. Hein. C'est très complexe, donc du coup on revient sur le nez, on retrouve des autres arômes, etc. Donc voilà, il y a à peu près tout. Il y a le fruit, la minéralité, un super équilibre. Voilà. Super vin. Alors, moi j'aimerais bien parler des accords pour ce vin. Mais je t'en prie, fais donc. Alors, ça, je vois bien ça avec un poisson grillé. Ouais. Tu vois ? Ouais. Type rouget. Mm-hmm. Voilà. Accompagné de petits légumes grillés, quoi. Ouais. Tu vois ? Mais ça mérite quand même un plat avec un petit peu de puissance. Pas un poisson en sauce. Poisson en sauce, on réservera ça pour des vins avec beaucoup plus de fût. Mais au contraire, le côté poisson grillé, plancha, mettons par exemple, plancha, un peu à l'espagnol, tapas, etc. Moi, ça me plaît bien. Bah, tu vois, moi, il y aurait deux choses. Je vais dire un accord un peu conventionnel. Tu vois, je verrais bien un peu une brochette de viande blanche avec de la tomate. Et je vais y revenir parce que vous allez voir, la tomate va un peu driver ce que je pense. Parce que la tomate, c'est quelque chose beaucoup sur l'acidité. Et là, quand même, c'est vrai que les amers ressortent. Et tu vois, ce côté un peu acidité amère est quelque chose que j'aime beaucoup. Et l'autre accord beaucoup plus couillu, des tomates farcies. Ah oui, super. Tomate farcie avec ça, tu vois, ce côté minéral amer qui va aller justement avec l'acidité et le côté un peu charnu de la tomate farcie. Par exemple, tu vois, si je devais, parce que c'est vrai que souvent on dit viande rouge et ça doit aller avec du rouge, enfin voilà. Mais bah là, c'est le genre de choses que j'essaierais bien, par exemple, avec des tomates farcies. Ouais, c'est la réflexion. On peut jouer, quoi, j'ai l'impression. La réflexion est intéressante si on réfléchit à mettre un blanc avec de la tomate farcie. Totalement d'accord, c'est le style de blanc qu'il faut. Et alors, la question que je me pose, c'est que, donc, honnêtement, je suis vraiment conquis par cette cuvée. Pourquoi le grenache gris, dans ce cas-là, n'est pas plus répandu ? Ah bah ça c'est un mystère. Après, c'est une question de culture. Avant qu'un cépage donne tout son potentiel, il faut des années. Donc du coup, le temps que les gens comprennent que ce cépage est bon, mais il est bon sur des schistes, etc. Bah en fait, il reste longtemps dans l'endroit où il a été connu. Donc Grenache gris, on en a dans le Roussillon, et on en a très peu ailleurs. Je suis vraiment bluffé. Je te félicite. Je comprends pourquoi tu t'acharnais pour pouvoir nous présenter cette cuvée. Ouais. J'ai eu un petit débat avec Loïc, justement, on dit ah non mais ça faut absolument qu'on le fasse, c'est trop bien. Voilà. T'as bien eu raison. Eh ben écoute, je te propose après cette magnifique découverte de passer au vin rouge et on va parler Bourgogne. Le mec, pourquoi il est en France? Pourquoi? Ben, je vais te le dire, mon pote, parce qu'en France, on bouffe bien puis qu'on boit bien. Voilà, c'est sûr, avant couscous, un bon c'est d'Ibrahim, je te dis que ça, mon frère. Donc, nous sommes de retour maintenant pour la dégustation du deuxième vin. Et, comme dirait Éric Zemmour, j'ai péché. Pardon pour la référence. Plus sérieusement, il faut savoir qu'on va parler de la Bourgogne, qui est un vignoble avec lequel je ne suis pas forcément en froid, mais on va dire j'ai une relation un peu contrastée, puisque la Bourgogne, on va y revenir tout au long de cet épisode, mais est un vignoble que j'adore. Je pense que si je devais sortir un top 10 des vins qui m'ont le plus marqué dans ma vie, je pense qu'il y en aurait aisément 3 qui viennent de Bourgogne. C'est vraiment un vignoble auquel je suis attaché. En plus, ma grand-mère est bourguignonne, donc autant vous dire que j'ai mes racines là-bas. Mais voilà, j'ai toujours eu un peu du mal parce que, on va en revenir, mais très grosse demande, très peu de volume. Mais il se trouve que, à force de taper un peu sur la Bourgogne, j'ai été contacté un jour par Jordan, qui est apprenti au domaine Alain Jagnard, qu'on va vous proposer aujourd'hui,
et qui m'a dit, bah écoute, il faut savoir que nous, on a un petit domaine familial de 7 hectares, on est situé sur la commune de Moret-Saint-Denis, mais on accueille encore au domaine, on reçoit des gens, donc on a des tarifs relativement corrects par rapport au vignoble. Donc si un jour tu veux venir déguster au domaine, eh bien n'hésite pas. Et écoutez, même si j'ai beau avoir un côté obstiné et têtu, je sais aussi être flexible, et du coup, c'est avec grand plaisir que je m'y suis rendu là-bas, et que j'ai découvert la propriété. Donc il faut savoir que Moret-Saint-Denis, là où est situé le domaine, c'est une commune quand même légèrement mythique pour les vins de Bourgogne, et la Côte de Nuit, puisqu'elle abrite seulement 5 grands crus, ce qui est quand même assez peu commun. 5 grands crus que sont le Clos Saint-Denis, le Clos de la Roche, le Clos des Lambrais, le Clos de Tard et Bonnemare, même si Bonnemare dans la réalité est aussi sur la commune de Chambolle-Musigny. Et dans tout ceci, le Clos de Tard a légèrement défrayé la chronique, puisqu'il y a 5 ans, il a été vendu à un certain François Pinault pour la coquette somme de 250 millions d'euros, soit seulement 33 millions d'euros l'hectare. Voilà. Et donc, c'est à quelques encablures du Clos de Tard ainsi que du Clos des Lambrais que se trouve le domaine Alain Jagnard. Alors, Alain, il faut savoir que déjà, c'est quelqu'un de très sympathique et qui a une histoire assez atypique, puisque à la base, sa mère lui a dit « Je veux pas que tu deviennes vigneron, j'ai vu toute ma famille se tuer à la tâche, donc s'il te plaît, ne deviens pas vigneron. » Donc lui, il a commencé par une carrière d'ingénieur, et évidemment, un jour, qu'est-ce qu'il a fait ? L'appel du devoir, il est quand même devenu vigneron. Et c'est comme ça qu'en l'an 2000, il a commencé avec seulement 0,5 hectares de fermage à Moret-Saint-Denis, et petit à petit, en fait, il s'est construit tout un patrimoine de vignes pour arriver aujourd'hui à environ 7 hectares qui sont répartis sur des appellations assez stylées comme Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny, Pommard, Nuits-Saint-Georges, même si une très grosse partie de sa production se retrouve en réalité dans les hautes côtes de Nuits. Donc voilà, on va prendre le temps de parler de tout ça, mais ce que je voulais faire pour commencer cet épisode et cette introduction qui est, ma foi, fort longue, Charles, c'était te lancer sur la Bourgogne. Tu en as peut-être une vision un peu moins pessimiste que moi, et aussi que tu en profites pour nous parler de son emblématique cépage qui est le Pinot Noir. Donc voilà, Charles, the dance floor is yours, la Bourgogne. La Bourgogne, alors on en boit de moins en moins. Malheureusement, les prix ont raison de nous. Alors pas forcément sur les Bourgognes Pinot Noir, enfin les Bourgogne générique, les vins régionaux, mais sur les appellations type Chambolle-Musigny, Moret-Saint-Denis, Vosne-Romanée, ça devient quasiment impossible de se les acheter aujourd'hui, quoi. Donc c'est un peu triste pour les vraiment passionnés de vin, mais c'est malheureusement l'offre et la demande. C'est des toutes petites quantités, et donc du coup il y a énormément de gens qui en veulent, et donc du coup ça fait augmenter les prix d'année en année. Par exemple, toi, quand tu étais caviste, quand tu étais à l'ivresse, quand j'allais te voir, un Gevrey-Chambertin, ce genre de choses... Un Gevrey-Chambertin, je vais plutôt retracer sur 10 ans. Ouais. Un Gevrey-Chambertin en 2010... Je vendais ça en cave à 30, 35 sur les premiers. Et après, ça pouvait monter très haut. Mais aujourd'hui, on est plus aux alentours des 50. Ouais, ça a un bon fois 1,5 en même pas 10 ans, quoi. Ouais, ça c'est sur les villages. Alors, les premiers crus ont doublé, quasiment, les prix. Voilà. Et les grands crus ont doublé aussi, facilement. Mais ça corrobore un peu, tu vois, ce que j'allais dire. Quand j'ai commencé à travailler dans le vin en 2012, on avait fait une dégustation. Je bossais sur une petite boîte parisienne qui proposait le domaine Chandon de Briaille, qui est un domaine qui est tout en bio, enfin vraiment un domaine d'excellence. Et l'un des vins qui m'est le plus marqué, justement, quand je parlais des top 10 des vins qui m'ont le plus marqué, c'était leur Corton blanc, qui vendait à l'époque millésime 2010, donc quand même très gros millésime. Je crois qu'on le vendait autour de 110 euros, entre 110 et 130 euros. Et aujourd'hui, j'ai regardé les prix, on est plus autour de 190-200 euros. Oui. Donc un fois 1,5 en seulement même pas une décennie, quoi. Donc et ça me flingue un peu parce que forcément c'est une région qui me plaît beaucoup. Et donc là on est parti sur un vin rouge avec un cépage emblématique de la Bourgogne qui est le Pinot Noir. Pinot Noir, alors cépage emblématique mondial même, parce qu'il est réutilisé aujourd'hui dans le monde entier quasiment, et apprécié d'énormément d'amateurs. Pinot Noir, c'est un cépage très capricieux, très difficile, pellicule très fine, donc très fragile au soleil, très fragile pour les vendanges par exemple. Pellicule très fine veut dire peu de couleur,
Donc un pinot noir souvent peut se reconnaître aussi à l'aveugle à la robe, parce que il a mine de rien une couleur un peu à lui, et ça donne des vins qui sont très aériens, donc avec de la puissance sans avoir de grandes structures tanniques. C'est ce que j'appelle le côté aérien. Il y a une phrase que tu m'as sortie un jour qui m'a beaucoup marqué. Quand tu parlais du pinot noir, tu m'as dit « c'est un aspirateur à terroir ». Ouais, on peut faire tellement de choses avec le pinot noir. Dès qu'il est bien planté, on va dire, sur un beau terroir, dans une bonne région. Sur des terroirs le plus souvent argilo-calcaires, c'est là où il est réputé pour être le plus... C'est plus intéressant sur argilo-calcaire. Après, on peut le planter sur du granit si on veut, mais ça... on aura moins sa noblesse. Ouais, ou sur de la craie aussi, puisqu'en Champagne, il est très répandu. répandu. Sur de la craie. Après, ça reste une base, c'est calcaire, la craie. Ouais. Tu vois, pour moi, le pinot noir, c'est un cépage, je pense, déjà, évidemment, que j'aime d'un amour incommensurable, mais surtout, c'est peut-être pour moi celui qui donne les vins les plus diversifiés en termes de style, puisque le pinot noir, entre le pinot noir jeune, le pinot noir quand il va évoluer, le pinot noir qui va être droit et fermé, le pinot noir qui va aller sur un côté plus fruit des bois, comme je pense par exemple à Pommard, qui est connu pour être plus sur l'opulence, etc. Je trouve que c'est peut-être, si on prend tous les cépages et qu'on en fait des vins monocépages, je pense que c'est peut-être pour moi celui qui peut avoir la plus grosse diversité et qui peut jouer dans tous les registres. Ah, mais je pense que je suis d'accord avec toi. En Bourgogne, on a déjà beaucoup de styles différents. Entre ceux qui font de 100% égrappé, ceux qui font de la vendange entière, partielle. Très rares sont ceux qui en font 100%, mais il y en a. Tout ça, déjà, ça crée une grosse diversité. Ceux qui sont pour l'infusion ou ceux qui sont pour la grosse extraction, ça crée beaucoup de différences. Et après, le pinot noir en tant que tel, dans d'autres régions, ça devient encore complètement différent. Alors, si vous avez l'occasion un jour de goûter le pinot noir de Jean-Luc Jamet sur les côtes-rôties, donc il a planté des pinots noirs. Il a des pinots noirs en côtes-rôties juste à côté des côtes-rôties. Ah ouais. C'est fantastique. Voilà, fantastique. Mais impossible de trouver à l'aveugle que c'est un pinot noir. Oui, on se met en dégustation vraiment à l'aveugle. Enfin, il faut s'accrocher, ou alors il faut avoir bu le vin il y a 2 jours. Ouais. Voilà. C'est vraiment atypique, quoi. Donc du coup, c'est vraiment un cépage fantastique qui peut s'adapter à plein d'endroits différents, mais son cœur de production et de qualité reste, on va dire, globalement dans la Bourgogne. D'autant qu'en plus la Bourgogne aujourd'hui, j'avais été invité en fait par le BIVB, le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, qui m'avait dit, bon écoute, je sais qu'on a compris que tu avais la dent dure envers les grands crus, par contre on te propose de venir déguster toutes les appellations régionales en Bourgogne, et donc j'étais allé à l'école des vins de Bourgogne, où ils nous expliquaient clairement, et ils s'en cachent pas, qu'avec le réchauffement climatique, autant la Bourgogne a connu des décennies très noires parce qu'il manquait de maturité, autant là depuis 10 ans, c'est les grands gagnants, si je puis dire, du réchauffement climatique, et ils arrivent à aller sur des vins avec des maturités qu'ils n'avaient plus, et là on est en train de vivre en plus l'âge d'or de la Bourgogne. Oui, à part le millésime 2021, mais oui. Oui, non, mais ça, 2021, c'est 2021, mais pour le reste... J'ai vu des camions de béguincés sur l'autoroute direction de la Bourgogne, c'est normal. Ils vont chaptaliser, tu penses, cette année ? Oui, ils vont chaptaliser. Pour une bonne partie, oui. Ouais, sachant que la chaptalisation, c'est le fait de rajouter du sucre pour augmenter les taux d'alcool. Mais bon, c'est un peu langue de bois, là. Voilà, là, on en restera là par pure pudeur. Et donc, la cuvée quintessence du domaine Alain Jagnard, donc j'étais allé déguster, et on va y venir au niveau quand on va faire nez, bouche, etc. Mais il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans sa philosophie, c'est qu'en fait Alain est l'un des tout derniers à vendanger. Lui, ce qu'il va aller chercher en général, c'est une surmaturité, entre guillemets, une grosse maturité de ces raisins, et c'est ce qui va définir un peu le style maison. Et du coup, je propose qu'on passe tout simplement à la dégustation, et après on précisera la cuvée, parce qu'il y a quand même 2-3 choses à dire dessus. Alors donc, cuvée quintessence Pinot Noir Rouge 2019 de chez Alain Jagnard, une cuvée qui a la particularité en fait d'être un assemblage entre 2 parcelles, une partie de vignager de 45 ans sur le lieu-dit des Maladières en Chambolle-Musigny, donc quand même réputation... village assez réputé de Bourgogne, on va pas se mentir, et une autre partie de vignes âgées de 30 ans sur le lieu-dit des Vignes Blanches de Chevannes. Et tout ça, qu'est-ce que ça donne à la dégustation ? Charles, qu'est-ce que ça t'inspire au niveau du nez ?
Alors ça m'inspire déjà un pinot noir avec de la maturité. Donc ça c'est important quand on parle de Bourgogne de parler de maturité parce que c'est assez disparate. Et là Monsieur Journière a vraiment fait le parti pris de faire quelque chose plutôt Bourgogne sur la puissance et la maturité. Alors après ça reste très frais, hein. On peut pas parler de défaut, mais c'est vraiment le style Grand Bourgogne dans une étiquette Bourgogne Pinot Noir, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là, par Grand Bourgogne ? On se rapproche vraiment des styles des crus quand on goûte ce vin. D'accord. Donc ça veut dire que si par exemple on avait à le goûter à l'aveugle, on pourrait dire limite Moret-Saint-Denis, quoi. On a cette touche Grand Bourgogne, quoi. Alors c'est vrai que la parcelle de Maladière, là, j'ai vendangé la parcelle juste à côté, je me rappelle, il y a 12 ans. Ouais. Alors c'est des super sols, hein, les Bourgognes de bas de coteau de Chambol-Musigny, parce que Chambol-Musigny, on a la partie où on a le droit à l'appellation Chambol-Musigny, et le bas après c'est des Bourgognes. Alors ces Bourgognes-là, c'est des Bourgognes incroyables, hein. Ouais. On n'est pas en Chambol, mais on est vraiment pas loin en termes de terroir. Ouais. Il y a une simple route qui les sépare. Il y a une simple route qui les sépare. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que moi, je prends beaucoup de plaisir avec ce genre de vin, parce que rapport qualité-prix parfait. Et qualité presque au niveau des villages. Ouais. Clairement, moi, je vais pas mentir, hein, évidemment, pour le coup... Autant d'habitude, c'est Charles qui fait la sélection, autant là, je me suis permis de mettre un peu ma patte parce qu'on réfléchissait à faire un Bourgogne. Et quand j'ai dégusté ça, j'ai dit je veux le présenter parce que je trouve qu'en termes de nez, là, on l'a ouvert il n'y a même pas 5 minutes, je trouve que ça a une vraie complexité. Tu vois, il y a un côté très fraise des bois, un côté un peu fruit noir aussi qui arrive derrière. Et il y a un truc qui m'avait beaucoup marqué à la dégustation, c'était un côté rose floral qui est peut-être un peu moins marqué aujourd'hui. Je trouve qu'on est peut-être plus sur la puissance. Même si on va laisser au... C'est plutôt pivoine aujourd'hui. Ouais. On a plutôt pivoine, mais on a aussi derrière le côté un peu ronce. Donc le côté végétal. Ouais. Mais quand j'ai la ronce, moi, c'est le côté le bon végétal. C'est la rafle bien mûre. Donc le pinot noir a cette capacité aussi d'avoir une maturité, de pouvoir atteindre une maturité de rafle très intéressante pour pouvoir vinifier avec la rafle. Parce qu'on a justement une partie en vendange entière. Voilà, c'est 50% de vendange entière. Du coup, c'est beaucoup, 50% de vendange entière. Surtout pour du pinot noir. Pour du pinot noir, c'est beaucoup. Ce que j'allais dire, par exemple, en Syrah, en Gros Hermitage, des gens comme Alain, comment il s'appelle déjà ? Alain Graillot oui, voilà. Des gens comme Alain Graillot, par exemple, sont connus pour faire de la vendange entière. Mais c'est vrai que on est sur des cépages quand même beaucoup plus tanniques. Voilà, on n'est pas sur le pinot noir qui est le fameux aspirateur à terroir et qui doit jouer souvent dans un registre tout en équilibre sur le fruit. Voilà, on a moins ces dimensions de matière, de tanin sur des pinots noirs. Et du coup, j'en déduis que c'est quand même plus complexe de faire de la vendange entière. C'est plus complexe, c'est plus risqué, surtout. Et on a besoin d'avoir quand même des raisins avec une grosse maturité. Ouais. D'où, justement, et ça va typiquement dans la philosophie d'Alain, où, comme je disais en introduction, qui consiste à aller sur des raisins avec des maturités plus importantes que ses voisins. Donc, le style du vin là, qu'on a dans le verre n'est pas du tout étonnant par rapport à la volonté du domaine de faire des vins sur la maturité. Après, donc c'est un vin avec de la maturité, mais c'est un vin avec une douceur et une finesse remarquable. Donc, on parle de maturité, mais ça ne veut pas dire que c'est un vin puissant. Oui. Voilà. Parce que là, c'est pas puissant. C'est très délicat, c'est très fin. J'ai pas encore eu l'occasion de faire la bouche, là, tu vois, j'étais encore un peu sur le nez où j'avais les notes un peu boisées, mais tu vois... Même globalement. Ouais. Le nez, on est vraiment sur de la finesse, on sent pas du tout l'alcool. Ah non. C'est vraiment les petits fruits. Superbe. Alors qu'on est quand même à 13,5, ce qui... Oui. On est à 13,5 sur l'étiquette. Après, c'est un des 13,5 qu'on sent pas du tout. Ouais. Voilà. Clairement. Eh ben écoute, je me lance dans la bouche. Salivant, goulayant, et quand même pas mal d'instragens. Tu vois, je trouve que pour un pinot noir, il y a quand même un côté tannique. Il y a quand même un côté tannique. Après, c'est un vin, je pense, qui gagnera à être carafé. Ouais, je pense aussi. Je sens peut-être encore un peu... qui gagnera un peu à s'arrondir. Parce que j'ai quand même, moi, plutôt la dominante ronce au nez.
qui ont tendance à disparaître et à faire place à la myrtille, à la fraise des bois, justement, comme tu en parlais, un peu la griotte, mais c'est derrière tous ces arômes-là, et ces arômes-là, je sais qu'ils vont disparaître quand on va carafer, le fruit va plus se ressortir. Du coup, c'est un peu le vin est un peu jeune, et il a tendance à se protéger. Le fait de le carafer va lui donner toute son ampleur. Moi, j'ai quand même pas mal aussi le côté amer. Tu vois, les côtés un peu... je sais pas, peut-être un peu chocolat noir, tu vois. Alors, amer... chocolat noir café, je sais pas trop comment le décrire, mais... L'amertume, ce serait plutôt le fait qu'il y ait de la vendange entière sur un Bourgogne. Ouais. Voilà. Le chocolat, comme en termes aromatiques, là, c'est plutôt la maturité du pinot noir qui va donner cet arôme. D'accord. Pour moi. Autrement, carafons-le dans ce cas-là. Oui, c'est parti. Allez. Alors, Charles, tu as carafé le vin. Et donc, tu me disais, là, juste avant que je te lance, que tu trouves que ça n'a pas forcément bougé, limite que ça s'est un peu réduit, refermé. Oui, c'était mieux sans carafage. Donc, c'est assez original parce que quand on goûte les vins une première fois, on regoute après pendant le podcast, c'est pas le même moment. Donc, du coup, les vins peuvent bouger, ils ont des phases. Et moi, je pensais vraiment que le fait de carafer allait vraiment l'ouvrir et lui apporter beaucoup de choses. Et au contraire, c'était plus complexe avant le carafage que maintenant. Maintenant, on a le fruit s'est un peu refermé. Bon, c'est un peu signe aussi que le vin est jeune, mais le fruit s'est un peu refermé et on fait place plutôt à ces arômes de végétal noble, de justement, comme je disais, de ronces là que j'aime bien. Après, c'est très bon quand même, hein. Je te trouve un peu très honnête, je te trouve là pour le coup un peu difficile parce que je trouve qu'au contraire, moi, la partie aromatique et ce côté très fraise des bois, au contraire, je trouve à gagner en volume, tu vois, avec le carafage. Mais c'est marrant ces divergences de dégustation, de point de vue et d'opinion, et c'est ça qui fait toute la beauté. Moi j'ai très peu d'astringence, du coup au final c'est vraiment on arrive quand même sur du soyeux. Alors je suis allé un peu vite sur ma ça a beaucoup bougé. Je suis allé un peu vite sur ma description du nez parce que je parlais que du nez mais j'avais pas encore me regoûté. La bouche est plus intéressante carafée. Parce que ça s'est vraiment arrondi, ça s'est assoupli, donc on a moins cette astringence. Après c'est une astringence qui me dérangeait pas du tout au début, mais là c'était vraiment arrondi. On est sur un Bourgogne de grande classe. Clairement là, tu vois, donne-moi la définition de mon pinot noir entre guillemets, c'est ça quoi. C'est rond, c'est soyeux, c'est fruité, et puis c'est charnu. Puis quelle longueur en bouche aussi, hein. Je l'ai toujours là. Depuis que j'ai commencé à parler sur la bouche, j'ai toujours le vin en bouche là. C'est très très belle longueur. Puis on finit vraiment sur ce côté un peu framboise fraîche en fin de bouche là, superbe. Moi j'ai plus, tu vois, le côté un peu épice réglisse, tu vois, qui arriverait sur le côté longueur. Sur le côté longueur, ça plus sur le côté longueur un peu épice. Après ça reste un vin avec une belle complexité, hein. Et je trouve un rapport prix-plaisir pour la Bourgogne, évidemment, qui reste tout à fait acceptable. D'ailleurs, j'en profite pour faire la publicité au domaine, parce que c'est des gens absolument sympathiques et formidables, avec une histoire touchante en plus. Je vous laisserai, si jamais vous voulez vous rendre au domaine, je vous conseille quand même de prévenir un peu à l'avance, parce que Alain a eu quelques petits pépins de santé et du coup niveau mobilité c'est un peu plus compliqué, donc prévenez à l'avance. Mais c'est une cuvée qui sort au domaine, je crois, à 15 €. Donc un vin de ce niveau à 15 balles, honnêtement, je trouve que c'est un très beau rapport. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller au domaine, n'hésitez pas. Ça reste un des rares domaines aujourd'hui à accueillir très facilement. En Bourgogne, je dis très facilement parce qu'il y en a à Moret-Saint-Denis en plus. Voilà, à Moret-Saint-Denis. Moret-Saint-Denis qui est pas très, c'est pas le village le plus connu. En revanche, c'est très 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 bon. 5 grands crus, hein. 5 grands crus, et 4,2 grands crus. C'est pour le Bonne-Mare. Pour le Bonne-Mare, je le compte pas vraiment. Il y a juste 1,8 de tête, c'est 1,8 hectares. Sur Moret-Saint-Denis, et le reste des 9,6, je crois, sur Chambolle-Musigny. Alors j'ai déjà vendangé le Bonne-Mare, mais sur Chambolle-Musigny. Donc je vois bien cette longue bande
légèrement descendante nord, là, qui part en direction de Moret-Saint-Denis, là. C'est un terroir magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour au domaine Alain Jagnard. Et autrement, eh bien, n'hésitez pas à commander cette magnifique pâte stache boîte qui vous est proposée au prix de 42 €. Ce coup-ci, je peux le sortir parce que c'est déjà en vente, donc on a fixé les prix. Et voilà, en tout cas, sachez que la Bourgogne, un jour, j'en parlerai dans Vastache. C'est une promesse que je fais depuis un moment. Mais pour rien vous cacher, en fait, je suis en train je pense aller faire une dégustation qui s'appelle The Ultimate Burgundy Experience, qui est organisée par le BIVB. C'est un joli petit billet, hein, c'est quand même 2500 balles, mais j'aurai la possibilité de goûter les 33 crus de Bourgogne. Donc voilà, dont évidemment un emblématique grand cru situé à Vaune-Romanée, dont on ne parlera pas parce que tout le monde le connaît. Et c'est les 33 grands crus. Les 33 grands crus, ouais. Tu les goûtes tous. Tu goûtes tous. Tout. Et de tous les domaines ? Non, c'est je crois un verre par grand cru. Tu fais la première journée à Chablis, tu fais la deuxième en Côte de Nuit et la troisième en Côte de Beaune, et tu goûtes les 33 grands crus. Donc c'est quelque chose que je veux, voilà, pour mieux appréhender la Bourgogne. Et comme je sais que ça va être un épisode polémique, parce qu'on va toujours être sur le fil entre valoriser le terroir et en même temps, voilà, c'est... Ah ok, 33, Donc voilà, sachez en tout cas que ça existe, et je pense que je vais m'y lancer pour la saison de juin 2022. Ça doit être moitié blanc, moitié rouge du coup. À peu près, oui. Mais tu vois, je pense typiquement le Montrachet, est-ce que c'est celui de Le Fleuve ? Je ne sais pas. Ah bah ça m'étonnerait. Ouais, j'en doute aussi. Je crois que c'est 2 barriques, Montrachet de Le Fleuve. Au moins c'est pratique pour Romanée-Conti, tu sais que c'est en monopole, donc là t'es sûr ça, certain de goûter. Ça c'est pratique au moins. Mais, la Romanée, la Tâche c'est pareil. Grande Rue, ils sont 3 domaines, Grande Rue, je La crois. Marche. C'est 100%. Monopole de La Marche. Ah ok, c'est Monopole de La Marche, tu vois, je croyais qu'ils étaient... Bref, on reparlera de tout ça dans l'épisode qui, je l'espère, marquera l'histoire de la chaîne. Et puis maintenant, pour terminer, on va passer à la partie questions des auditeurs, et vous nous avez gâtés. Allez, on y va. The question of the death. On a une grosse question ? J'aurais une question à poser sur son fonctionnement. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pregunta ? Et nous voilà de retour pour la partie questions auditeurs. Donc on commence avec Jean-Eudes, qui m'a contacté via Instagram. Alors Jean-Eudes m'a vraiment envoyé une salve de beaucoup de questions, hein, je crois qu'il y en avait 7-8. Donc je me suis permis de faire un peu le choix, parce que sinon ça aurait été un épisode spécial questions Jean-Eudes. Donc voilà, première question. Pourquoi, hormis en Provence et en Anjou, les producteurs boudent un peu les rosés, notamment les rosés gastro-macération ? Alors, Charles, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, hormis Provence et Anjou. Donc, les autres producteurs boudent un peu les rosés. Alors, je suis d'accord sur le principe, mais pas non plus à 100%. Ça boude dans peu de domaines quand même. Il y a quand même beaucoup de domaines qui continuent à faire des rosés. Mais après, c'est des toutes petites quantités. Ouais, tout le temps. Parce que c'est une question d'offre et de demande. Ça veut dire que dans le Languedoc, on ne va pas rechercher le rosé. Le marché, c'est les rosés de Provence. Voilà. Il y a des gens qui veulent des rosés clairs, qui veulent acheter des rosés clairs, c'est Côte de Provence. Il y a énormément de consommateurs de rosés, c'est Côte de Provence. Sachant que ça a été porté en plus par le boom américain du rosé, qui a été porté par Brad Pitt, Angelina Jolie, des domaines comme Whispering Angel, comment il s'appelle, celui qui voulait produire le rosé le plus cher du monde. Bref, j'ai bouffé son nom, c'est pas très important. Pardon, excuse-moi, je t'ai un peu coupé. C'est pas grave. Du coup, mais il y a quand même une recherche de super rosés de gastronomie, de macération en France. Alors, dans le Beaujolais, il y en a quelques-uns. Dans la vallée du Rhône, il y en a quelques-uns. Dans les Baux-de-Provence, il y en a un magnifique, si vous avez l'occasion de goûter, du domaine Ovette. Voilà. Et en rosé de macération, des purs rosés de macération, le domaine de la Rectory en fait un, par exemple. Donc, macération d'une journée, voilà, par exemple. Donc, il y a quand même énormément de domaines qui en font, mais c'est des quantités très limitées, qui sont destinées à des usages très limités. Ouais. Donc, on n'en voit pas beaucoup, c'est normal, mais il y en a quand même qui en produisent. Après, ça se vend très peu.
Donc du coup, ça en produit très peu. J'allais dire justement, moi, l'un des premiers rosés de macération auxquels je pense, c'est celui du domaine de Pélissol, que j'avais présenté pour le deuxième J'irai trinquer chez vous, où là, clairement, Vincent a voulu faire un rosé pour aller avec la cuisine asiatique, et ça a de la profondeur, ça, voilà, on est plus vers le côté un peu clairé pour moi, vraiment, la limite est toujours un peu ténue entre rosé de macération et éclairé. Après, je dirais quand même que pour les rosés, si on prend les chiffres, c'est ce que j'avais pris comme note, on est quand même passé en 2002 de 5,1 millions d'hectolitres à 7 millions d'hectolitres en 2019, donc il y a quand même une demande. Mais c'est vrai que ça dépend aussi, par exemple en Bourgogne on fait quasiment peu de rosé, parce que ton pinot noir tu peux le valoriser pour faire un Bourgogne générique que tu vas vendre 2 fois plus cher que ton rosé. Donc voilà, ça dépend aussi de est-ce que le terroir est réputé. Voilà, il y a le Beaujolais par exemple, c'est quand même mis à faire pas mal de rosé avec de très belles réussites. Frédéric Bern, j'avais proposé un coup son rosé, c'est quelque chose que je trouve très fruité, enfin voilà, le Beaujolais en plus sait faire des vins de plaisir, donc voilà. Deuxième question. Pourquoi les vins un peu maquillés et pas toujours représentatifs des terroirs sont souvent critiqués par les professionnels alors que qualitativement ce peut être de très bons vins? Alors, je comprends la question. Pour mon avis, c'est dans le monde du vin, on est assez puriste. Surtout dans mon secteur, la sommellerie, quand on a tendance à goûter beaucoup de vin, parce qu'on va rechercher la pureté du vin. Ça veut dire l'essence du terroir. Quand on a des vins un peu maquillés, entre guillemets, on va avoir tendance à moins aimer parce qu'on ressent moins le terroir. Après, un grand caviste va avoir tendance à mettre ses goûts de côté pour pouvoir se dire, ça c'est un peu maquillé, mais sérieusement, c'est super bien intégré. Et on le fait de plus en plus, et moi je réfléchis justement à ce type de... J'ai réfléchi beaucoup à ce type de vin, j'en avais à l'ivresse, des types de vins où moi c'était pas forcément mon goût parce que un peu trop maquillé justement, mais qu'est-ce que ça plaît quoi. Et au final, je suis pas critique, je dis juste que c'est pas les vins que j'aime boire, mais je considère quand même que c'est un vin de qualité. Moi, je prendrais un peu le même pli que toi. Maintenant, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est dans ce cas-là, en gros, c'est un peu le débat entre vin de terroir et vin technologique, si je résume. Oui. Dans ce cas-là, si on fait du vin technologique, à quoi ça sert d'avoir un terroir ? C'est la mentalité de pas mal de domaines à l'étranger, par exemple. Non, mais clairement, voilà, je veux dire, dans ce cas-là, à quoi ça sert d'avoir un terroir ? J'allais dire, parce qu'au final, on avait un débat, je me souviens un jour, lors d'une dégustation à l'aveugle ou lors d'une question, je ne sais plus exactement, où c'était une question auditeur, un auditeur qui disait je trouve que le grenache à l'aveugle ressemble par exemple au gamay. C'est un exemple qui nous est donné. Oui, pourquoi pas ? Dans certains cas. Donc, dans ce cas-là, prenons des grenaches avec moins de maturité qu'on va essayer de vinifier en carbo, prenons des gamets avec plus de maturité et essayons de faire un vin uniformisé et standard. Donc, c'est un peu cette question-là. Je veux dire, pour moi, si le côté justement maquillé sont un peu boudés des professionnels, c'est parce que justement, dans ce cas-là, ça sert à rien d'avoir un terroir. Essayons tout simplement de faire un vin qui plaît, mais qui est aussi une philosophie que je peux parfaitement comprendre. Mais c'est vrai que quand on s'intéresse au vin, on a envie d'avoir quelque chose qui est représentatif de l'appellation. Et le côté maquillé, je dirais, c'est un peu... ça va faire très beau ce que je vais dire, mais... est-ce que vous préférez une fille qui arrive maquillée comme un camion volé, ou est-ce que vous préférez vous rencontrer une fille qui avec une beauté pure, oui. Voilà, qui s'est un peu apprêtée, mais qui a pas non plus tout misé sur les artifices. C'est un peu la même chose. Après, si la télé-réalité cartonne et que les influenceuses sont aussi connues, c'est bien qu'il y ait une raison, mais voilà, c'était ma réflexion de gros beauf machiste, qui va nous emmener sur la deuxième question. Adrien d'Instagram qui demande « Buvez-vous du vin tous les jours ?» et qui enchaîne ensuite « Suis-je le seul à boire du vin à la maison ? Comment conserver une bouteille ouverte ? Faut-il privilégier les demi-bouteilles ?» Alors, alcoolisme ordinaire, est-ce que tu bois tous les jours ? Presque. Ok.
Il y a des jours où je bois pas. Mhm. Souvent parce que j'ai trop bu la veille. C'est le 8e jour de la semaine. Non, c'est souvent parce que j'ai trop bu la veille. Non, je bois quasiment tous les jours. Je m'en cache pas. Je fais très attention en revanche à ma consommation. C'est-à-dire que je vais pas me saouler tous les jours. Je vais vraiment boire un tout petit verre. Et souvent, je laisse la fin de mon verre, quoi. C'est parce que, oui, je bois tous les jours parce que j'adore ça. J'adore manger. Enfin, j'adore boire en mangeant. Alors, voilà, mais voilà. Moi, je ne bois pas tous les jours à titre personnel parce que déjà, j'ai un physique qui fait que dès que je bouffe et que je bois, j'ai tendance à m'empâter. Donc voilà, ça n'aide pas, on va pas se mentir. Non, et puis même, c'est quelque chose qui me fait vraiment très très peur. J'ai un côté un peu hypochondriaque que je vais pas nier. Et c'est vrai que voilà, je sais que boire du vin tous les jours est quelque chose qui me fout un peu la pétoche. Donc non, j'ai plutôt tendance à partir du jeudi jusqu'au samedi à... Voilà, par exemple, j'ai eu 4 potes qui ont débarqué vendredi. On a fait des grenouilles, j'ai ouvert 2 pouilles fuissées à 4. Voilà, ça, c'est le vendredi midi, c'est plaisir. Mais sinon, autrement, non, j'avoue, c'est quelque chose qui me fait très très peur. Donc, voilà. Donc ensuite, suis-je le seul à boire du vin à la maison ? Non, il m'arrive même de boire tout seul, on va pas se mentir. Quand il y a des belles choses, voilà. Non, tu n'es pas le seul. J'en connais beaucoup. Et du coup, comment conserver une bouteille ouverte et faut-il privilégier les demi-bouteilles ? Alors, faut-il privilégier les demi-bouteilles ? Je vais dire non. Alors, je suis contre les demi-bouteilles. Ok. Tout simplement. Mauvais vieillissement. C'est pas les mêmes vins, tout de suite dans la bouteille, souvent. Mettons, la bouteille a déjà fait 6 mois, et la demi-bouteille a déjà fait 6 mois de mise en bouteille. Mm-hmm. Eh ben, on n'a pas tout à fait les mêmes vins. Parce qu'il y a plus d'oxygénation. Ouais, c'est le contenant qui est pas vraiment idéal. Ouais. Après, bon, c'est des toutes petites différences. Mais la demi-bouteille coûte cher aussi, par rapport à la bouteille. Ah oui. Donc du coup, c'est pas forcément intéressant. Moi, ce que je conseille, alors, je ne suis pas du tout payé par Coravin pour dire ça, mais le système Coravin Pivot que vous pouvez trouver à Boulanger, à la Fnac, ou enfin de partout, vous pouvez le trouver. Le Coravin Pivot, vous mettez un bouchon Coravin, le système Pivot, et ça, vous pouvez le garder 2 semaines ouvert sans problème. Voilà. Ça coûte pas si cher que ça. Si vous buvez tous les jours à la maison, ça coûte pas si cher que ça. Coravin, c'est avec le gaz inerte où tu... Voilà, c'est de l'argon. Donc on balance de l'argon dans la bouteille. Donc il n'y a pas d'oxygène dans la bouteille, ça n'oxyde pas. Ouais. Donc la bouteille est un peu comme si elle était fermée, quasiment. Par contre, ticket d'entrée, si je me souviens bien, on est autour de 250 €. Non, c'est le système Pivot, c'est bien moins. Ah. C'est 120, je crois. D'accord. Parce que moi, je pensais au grand Coravin, entre guillemets. Le grand Coravin, c'est encore autre chose. Mais donc, si vous avez budget, le grand Coravin, pas de problème. Mais faites ça. Ouais, franchement, pareil, je suis pas payé pour le dire, mais ça fait des miracles. Voilà. Et le système Pivot, ça fait des miracles sur 1 semaine ou 2. D'accord. Voilà. Pas après, Okay. Mais ça fait sur 1 semaine ou 2, c'est parfait. Donc si c'est une consommation comme ça, le système Pivot est très intéressant et puis très pratique à utiliser. Okay. Vincent d'Instagram me demande « Certains vignobles sont au bord de voies rapides ou d'autoroutes, exemple Côte-Rôtie, et je voulais savoir quel était l'impact de la pollution sur les raisins, mais aussi du coup sur le vin. » Eh ben, Vincent, j'ai lu ta question la semaine dernière et j'ai tenté d'y répondre en posant des questions aux œnologues, aux directeurs d'exploitation que j'ai autour de moi, etc. Alors, il y a des études qui ont été faites, des études précises, sur l'influence de la pollution carbone, entre guillemets, sur la vigne. Alors, elle a très peu d'influence sur un vignoble. En revanche, elle a beaucoup d'influence sur les vignes qui sont très proches de la route. Alors, sur la Côte-Rôtie, il y a des vignes qui sont très proches de la route, ça va avoir un impact sur les 4-5 premiers rangs. Au-dessus, on est déjà beaucoup moins, c'est beaucoup moins important. Donc il y a un impact, mais il est minime. Voilà. Après, c'est sûr que quand il y a des micro-parcelles vraiment bord de route et qu'on sait que le vigneron fait cette micro-parcelle, ouais, on peut se poser la question. On peut avoir peur. Et ben cette question, je me la suis posée aussi. Et alors, moi, ce qui me dérange toujours un peu sur ce genre de questions, c'est que je suis pas œnologue, je suis pas scientifique, et il y a un truc dont j'ai assez horreur, c'est de me lancer sur des sujets que je ne maîtrise pas.
J'ai quand même essayé de faire quelques recherches justement sur l'impact des... J'étais tombé sur un article de recherche justement sur l'impact des matériaux lourds proches justement des... de toutes les parcelles agricoles qui étaient proches des autoroutes et il y avait justement des questions de dosage de matériaux lourds, etc. Maintenant, la grande question, c'est comme tout, c'est que oui, je me doute que forcément ça doit avoir un impact et que le petit vigneron au fin fond de l'Auvergne, au milieu nulle part, est bien moins impacté que, pour reprendre l'exemple de Côte-Rôtie. Maintenant, ces questions, souvent en fait, pour moi, dans tout ce qui est les questions des intrants, de la pollution, etc., en fait, c'est pas tant la molécule, c'est plutôt le dosage de la molécule et l'impact. Et je les connais pas et j'ai pas envie de me lancer et de dire des bêtises. Donc voilà, je suppose que ça a un impact, mais il faudrait que je creuse la question avec des énologues. Mais en tout cas, ça m'a fait... c'est quelque chose qui m'intéresse et peut-être un jour un épisode, mais clairement, il faudra que je me rapproche de professionnels parce que c'est clairement pas moi qui vais me lancer sur un sujet que je ne maîtrise pas. AB-Binge d'Instagram me demande « Qu'est-ce que vous pensez de la réémergence de cépages anciens ou nouveaux qui craignent moins le chaud avec le réchauffement ? Ne devrait-on pas plus travailler avec des hybrides ?» Tu veux pas faire la question d'après en même temps ? Et dans ce cas-là, oui, très bonne réflexion. Il y a deux questions où on peut répondre globalement sur ces deux questions. Ok, donc l'autre question de Vincent qui disait « Avez-vous de l'expérience et ou un avis ressenti sur les vins issus des cépages hybrides dits Piwi, P-I-W-I, plus ou moins résistants à certaines maladies cryptogamiques et dont les caractéristiques ampélographiques sont a priori correctes, qu'on trouve assez facilement en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, etc., mais encore assez rares en France, vu que beaucoup de variétés n'ont été autorisées qu'en 2017. Alors les cépages anciens et les cépages hybrides, on en a très peu en France. Il y a de plus en plus de vignerons qui y pensent. Moi, ce que je pense, c'est qu'on aura toujours, dans nos régions, nos cépages d'origine. C'est-à-dire, on aura toujours du Gamay dans le Beaujolais, on aura toujours du Pinot Noir en Bourgogne, etc. Tu crois ? Oui, on va continuer. Alors après... La question est légitime, mais tu vois, je pense que de mon vivant, on aura toujours ça. Okay. Voilà. Après, les cépages hybrides, moi j'ai goûté des choses merveilleuses, que ce soit dans le Forêt ou en Allemagne, etc. C'est autre chose. Hein. Il faut imaginer qu'on n'est pas du tout sur des vins qui vont ressembler à nos Vitis vinifera classiques, quoi. Un avis, c'est bien d'avoir des hybrides pour faire des cuvées avec de l'originalité. Ouais. En revanche, est-ce que on arrivera à faire des très grands vins avec des hybrides et des vins avec des vrais vins de terroir où le cépage a une expression de terroir? C'est là où je commence à en douter. Je pense que c'est plutôt des cépages qui vont donner des arômes variétaux et qui vont exprimer la qualité du cépage plus que vraiment la qualité du terroir derrière. C'est un peu ce que je ressens aujourd'hui. Mais ça a un avenir, mais ça n'a pas un avenir dominant. Voilà. Alors, moi, sur la question des cépages qui craignent moins le réchauffement climatique, ouais, je pense que, pour reprendre l'exemple, quand j'étais allé faire le 2e épisode de J'irai trinquer chez vous au domaine du Prat, la Jacquère, qui est un cépage beaucoup plus tardif, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'en est rendu compte cette année, 2021 va être une catastrophe en termes de récolte, notamment parce qu'il y a eu un coup de gel absolument phénoménal qui est arrivé autour de Pâques, et que du coup, il y a peut-être des domaines qui clairement vont se dire, on va planter de la jacquère parce que nos cépages aujourd'hui sont trop fragiles, qui débourrent trop rapidement, et que du coup, avec la nouvelle donne climatique, chaque année, on va perdre 50-60% de la récolte. Alors oui, on va faire des fonds agricoles, oui, on va faire des fonds d'assurance, etc. Mais il y a aussi une réalité qu'on va peut-être devoir s'adapter, et peut-être que la jacquère, oui, aujourd'hui, va se retrouver, elle est présente qu'en Savoie, mais peut-être qu'elle va descendre plus au sud. C'est triste pour l'Altesse aussi en Savoie. La jacquère, en Savoie, cette année, ils ont un peu sauvé la mise avec le gel. Bon, après, c'est un millésime catastrophique sur les récoltes. Hein. Sur l'ensemble de la France, je connais pas un seul vignoble où on me dit... Alors,
On va faire des bons vins. Hein. Là, les grands vignerons vont se démarquer. Voilà, nous j'ai fait le tri là cette semaine. On va faire des bons vins, ça c'est pas le problème. Mais le problème c'est les quantités. Ça va être une misère quoi. Et c'est énorme d'un vignoble à l'autre quoi. Christian sur Facebook qui nous demande quand passera-t-on enfin à la description précise des composants d'un vin plutôt que de continuer à inventer des labels ridicules, inadaptés ou vicieux. Eh ben c'est bientôt, c'est voté. Ah ouais Je sais plus exactement quel millésime, je crois que millésime 2021 ou 2022, on est obligé de mettre la description exacte de ce qu'on a mis dans le vin. Ah bah putain, tu me l'apprends là, voilà. tu vois. Ouais, c'est voté. Je savais pas. On est en pleine recherche de comment on va agencer l'étiquette pour... On ne va plus pouvoir dire que le vin c'est uniquement composé de raisin. Alors, il y a des choses qui sont possibles. On peut faire du vin uniquement avec du raisin. Dans 99,9% des cas, ce n'est pas le cas. Voilà. Après, il y en a qui vont un peu déchanter, ceux qui mettent vraiment des, entre guillemets, cochonneries. Les Castel, les Grands Chais de France, à mon avis, ils vont danser la gigue. C'est ça. C'est un peu ça, parce que, quand par exemple, il existe des désacidificateurs naturels. C'est pas facile à prononcer. Ouais, oui, bref. c'est pas des choses facile. qui enlèvent l'acidité. Bon, on a bu 2 verres. Hein. Voilà. Des choses qui enlèvent l'acidité. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui arrivent où on peut rajouter de l'acidité. Ouais. Dans des millésimes, par exemple, 2003, si tous les vignerons avaient mis tout ce qu'ils avaient mis dedans, ils auraient mis ajout d'acide, voilà. Beaucoup. Bah en tout cas, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens pour moi, parce que ceux qui C'était un peu une hypocrisie, ça faisait des années où on savait qu'il y avait plein de produits énologiques qui étaient... Ceux qui font très bon, eh ben, ils sont contents d'avoir ça, parce que au moins leur travail est mis en avant par le fait qu'ils mettent pas beaucoup de choses dans le vin. Et ce qui est bien, c'est qu'on va savoir quand le vin est levuré, on va savoir quand le vin est chaptalisé, etc., etc. Moi, je trouve vraiment que ça a un intérêt. Oh, moi aussi. Je suis entièrement pour de savoir, ne serait-ce qu'en tant qu'amateur de vin, d'avoir une connaissance de ce qui a été fait. Mais c'est très étonnant que ça soit voté, parce que je pensais qu'il y avait un lobby très important pour ne pas avoir ça. Ah oui, moi aussi j'étais convaincu que je jamais pensais ce genre de choses qui passerait, quoi. Les grands producteurs, les producteurs de très très grosses quantités, payaient les lobbies très cher pour justement ne pas avoir ça. Castel, les Grands Chais de France, pour leur faire de la publicité. Non, c'est un simple rappel. Mais vas-y, continue. Il va y avoir une virée à Bourg-en-Bresse de... Bourg. Ah oui, Bourg, désolé. Je vais prendre tout le lobby européen de l'alcool. Thomas qui me demande sur Twitter, j'ai vu que pour les vieillissements de vin en fût, on a tendance à privilégier le chêne européen ou américain. Au-delà de cela, qu'est-ce que ça donnerait avec d'autres essences de bois comme le hêtre ou le cèdre par exemple ? Sur la micro-oxygénation, ça donnerait à peu près la même chose, avec plus ou moins de micro-oxygénation suivant l'essence de bois. En revanche, on a choisi le chêne parce que c'était le plus neutre. Ouais. Alors, ça c'est la base. Après, on a le hêtre ou le cèdre, j'en ai jamais entendu parler. Voilà. En revanche, il existe le fût d'acacia. Oui. Alors, ça donne, on le sent tout de suite, ça donne des arômes. Ah bah c'est hyper floral. Du coup, c'est moins du vin. Du coup, ce qu'on peut avoir avec le chêne. On en revient un peu à la question. On en revient à la question de maquiller, quoi. C'est apporter des arômes qui ne sont pas des arômes du raisin dans le vin, quoi. Donc voilà, c'est un style. Le chêne, c'est le plus neutre. Après, il existe l'acacia. Les autres, je pense que ça n'a aucun avenir quand même. Sachant qu'on sait cultiver le chêne en très, très grosse quantité. Au pire, on a des barriques vieilles. Les vignerons s'en contenteront si un jour il y a pénurie. Ouais, et puis on a déjà le chêne américain, le chêne slovène, le chêne français, il y a déjà de quoi jouer entre guillemets là-dessus. Oui. Le chêne américain qui va apporter plus de rondeur, etc. Donc, et la noix de coco. Et le côté noix de coco, bonjour les Bourbons. Voilà. Donc voilà, on a déjà quand même eu, ça fait quelques petits siècles qu'on fait des barriques, donc on commence à avoir un peu de recul là-dessus. Et pour terminer, Martin, via Twitter, qui me demande des conseils forts au vin. Alors, Charles, tes conseils forts au vin ? Alors mes conseils forts au vin, c'est pour la grande surface,
si vous voulez acheter un peu de vin en foire au vin, concentrez-vous sur les Bordeaux. Sur les Bordeaux, on va dire vers les 15 €, 15, 20, 25. Voilà. Ça c'est intéressant. Il y a des bonnes choses. Après, c'est toujours pareil. Il faut goûter, il faut savoir si ça vous plaît, etc. Après, sur les autres régions, il faut plus faire confiance à des vrais cavistes, style Vinstache. Il fait une foire au vin. Merci. Ça fait partie... Je propose au moins 7 cuvées pour cette incroyable foire au vin. Non, mais c'est bien. Mais ça fait partie des foires au vin avec une réelle sélection derrière. Bordeaux, c'est différent parce que c'est des gros négociants qui vendent de tous les Bordeaux à la fois. Donc du coup, c'est plutôt une question de pure offre et de demande. Ouais, parce que justement, je me permets un peu de rebondir là-dessus, mais par exemple, on parlait de la Bourgogne, on va dire les grands crus de Bourgogne, on va se retrouver des fois sur du 8-9 hectares. Pour prendre un premier cru classé comme le Château Margaux, qui est quand même un domaine ultra réputé, ils ont quand même 53 hectares. Donc les volumes sont quand même plus importants sur le Bordelais que sur la Bourgogne, donc vous arriverez plus facilement à faire des occasions. C'est ça, et puis l'histoire du négoce, enfin c'est un domaine de marchand, c'est un vignoble de marchand, le Bordelais. Et puis vous avez vraiment des grosses promos pendant les foires au vin sur les Bordeaux. Ouais. Voilà. Donc du coup, et ça en grande surface, faut pas hésiter à aller acheter des Bordeaux, des bons Bordeaux. Et le reste de la France, allez chez votre caviste, votre caviste préféré, ou les Vinstache ou autres. Ça, c'est pour moi ce qui se fait de mieux. Après, moi, sur les conseils foire au vin, je te renverrai, mon cher Martin, à l'épisode que j'avais fait justement sur les foires au vin, où j'expliquais tout simplement l'historique, comment c'était né, etc. Chaque année, tu as tous les magazines spécialisés vin, que ce soit la Revue du Vin de France, que ce soit Terre de Vin, que ce soit même des magazines un peu plus généralistes comme Le Point, qui font des numéros spéciaux foire au vin, où eux, pour le coup, ils ont eu l'occasion d'envoyer toute leur équipe de dégustateurs, donc 20, 25, 30 personnes, goûter un peu tout ce qui va se faire dans les enseignes. Donc ils font déjà une première présélection, ils peuvent déjà orienter. Et voilà, c'est le seul moment de l'année où les grandes surfaces font l'effort d'essayer quand même de présenter des beaux vins. Donc voilà, pour une fois dans l'année où ils présentent quelque chose de sympa, autant essayer d'aller chercher de la pépite. Des fois, il y a aussi des offres par région. Voilà, si vous allez sur le site, j'étais il n'y a pas longtemps sur le site de la RVF, qui expliquait les bonnes affaires à faire dans la région Nouvelle-Aquitaine, ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce genre de revues et de presse, parce qu'eux, ils ont l'occasion de beaucoup plus goûter que, tu vois, toi ou moi, on n'est pas contacté par les centrales d'acheteurs pour goûter et faire une présélection. Donc voilà, n'hésitez pas à vous retourner vers leur numéro. C'est, je pense, la meilleure manière d'appréhender les foires au vin et de faire des affaires. Et ben voilà, je crois qu'on est bon. Cette question vient donc clôturer la partie questions des auditeurs. Concernant le Podstache, on va pas se mentir, il y a beaucoup de questions qui se posent actuellement sur Vinstache la boutique, continuera pas. Voilà, tout ça est un peu flou, je suis encore en réflexion, genre de choses sur lesquelles je communiquerai lorsque j'aurai de nouveaux éléments. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouvera pour une prochaine fois, soit si on continue de faire des sélections, soit si on fait des questions auditeurs, ou même tout simplement si on part sur l'idée de chacun présenter une quille et d'ouvrir un débat là-dessus. Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, mais en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller donner bien évidemment un avis de 5 sur 5 sur l'iTunes Store pour le Podstache et pour nous encourager à persévérer. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur Vinstache la boutique, c'est ce qui me permet aujourd'hui de vous proposer ce genre de contenu, ou même d'aller faire un tour sur mon Tipeee, même si je sais que c'est un sujet assez problématique en ce moment. L'ouverture d'un Utip arrivera. Je vous remercie. Charles, merci beaucoup de t'être donné au jeu. Avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt.